Pour le Zoom de ce soir, nous recevons Serge Rader. Bonsoir monsieur, merci d'avoir répondu C'est présent. moi qui vous remercie. Vous faites une action de défense de l'intérêt général. On essaie. Alors pour vous présenter, vous êtes pharmacien depuis plus de 20 ans? Je suis pharmacien depuis longtemps maintenant, oui. J'ai 63 ans, donc vous faites le compte, pharmacien à 25 ans. Donc depuis quelques années? Depuis quelques années. Et vous avez participé à la rédaction et vous êtes aussi à l'origine de la rédaction du livre Le racket des laboratoires pharmaceutiques. Comment s'en sortir? Que j'ai suggéré à Michel Rivazé, oui, comme l'opération Main Propre que nous avons initiée le 5 janvier de l'année dernière, puisqu'aujourd'hui, il y a nécessité d'éclaircir la filière du médicament qui coûte beaucoup d'argent à notre sécurité sociale. Alors aujourd'hui, le sujet qui va nous occuper, c'est un sujet très lourd, le sujet des vaccins. Alors on a vu très récemment Marisol Touraine, le ministre de la Santé, dire qu'elle comptait ouvrir le débat autour de la vaccination obligatoire, puisqu'on sait qu'en France, 3 vaccins sont obligatoires, le DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite, qui, après on reviendra sur la distribution de ce vaccin d'ailleurs, qui mérite qu'on s'y attarde. Comment recevez-vous cette volonté du ministre de la Santé d'ouvrir le débat quant à cette obligation de vacciner? Bien, de prime abord, je prends l'information et puis en analysant un peu les propos qui sont avancés, bon, ça reste du blablabla. On va confier la mission à des experts désignés par le gouvernement, donc des experts sous conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. En fait, on gagne du temps parce que, vous l'avez dit, il y a 3 vaccins obligatoires en France. Il faut signaler que la France est un des seuls pays aujourd'hui obligé à vacciner. La Belgique, il reste la Belgique avec la polio et le Portugal avec la diphtérie et la polio. Toute l'Europe de l'Ouest a levé l'obligation vaccinale. Forcé un peu par les justices aussi, qui, vu la multiplicité des procès qui ont été faits, notamment actuellement en Italie, où c'est les uns derrière les autres que l'État perd ses procès concernant les victimes des vaccins. Et donc, en France, on maintient, puis ça a été confirmé au Conseil constitutionnel, on maintient l'obligation DTP. On a vu des parents poursuivis d'ailleurs pour avoir refusé de vacciner leurs enfants. Tout à fait, mais vous voyez, ça va pas loin. On a annoncé 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. En fait, ils ont un petit peu de sursis. Mais bon, on vit les dernières échéances parce que je pense qu'on ne peut pas aller, d'autant plus dans le pays des droits de l'homme. Donc la population a le droit de disposer de son corps. Et surtout, avec tous les événements qui s'accumulent, toutes les affaires des victimes, le ménage ETEC actuellement, avec plus de 600 enfants qui présentent les mêmes symptômes et qu'on renvoie comme si il ne s'était rien passé, c'est insupportable. Alors qu'on comprenne bien, ce vaccin, là, est obligatoire. Le DTP, pour ne pas perdre le fil, le DTP est obligatoire de par la loi, très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vaccin DTP. Il y a par contre un hexavalent, c'est-à-dire 3 autres vaccins recommandés. Donc DTP plus 3 autres. Plus 3 autres, que je peux vous détailler. Il y a l'hépatite B, il y a l'influenzinum, le Haemophilus influenzinum et la coqueluche. Très allergisant et qui ne sert à rien. On peut en reparler, on peut détailler, je ne sais pas si nous aurons le temps de le développer. Donc voilà, et en plus, il n'y a pas urgence à vacciner, on pourrait très bien ressortir un DTP. Il existait, il y en avait 2. Il y avait un Pasteur qui a été supprimé en 2001 et il y avait un Mérieux qui a été supprimé en 2008 pour favoriser les autres, bien sûr, plus chers. Et là, on a fait mieux. On crée des ruptures voulues et en collusion avec l'État, parce que c'est quand même l'État qui fixe la politique de santé en France. Eh bien non, c'est l'industrie pharmaceutique. Eh bien, on crée des ruptures sur les quadrivalents, sur les pentavalents, 5, et par contre, il n'y a pas de rupture sur les hexavalents. Mieux, l'Agence européenne du médicament vient d'en accepter un 3e de Sanofi MSD qui s'appelle Vaxelis. Donc ouais, là, il n'y a pas de rupture. Hexavalent, pour y aller. On résume parce que c'est un sujet un peu compliqué. Donc 3 vaccins sont obligatoires. 3 vaccins sont obligatoires. Ouais. Or, ces vaccins sont disponibles que sous la forme d'hexavalents, donc qui sont censés vacciner contre 6 maladies et non plus seulement les 3 maladies obligatoire. Absolument. Alors vous comme pharmacien, c'est intéressant parce que comme pharmacien, fatalement, vous avez été obligé de vendre toute votre vie des vaccins à vos clients. Je n'ai jamais remis en question la politique vaccinale. J'ai été comme un mouton élevé à la sauce industrielle et moi-même d'ailleurs, je me suis vacciné quand en 1994 le ministre Douste-Blazy a déclenché cette vague où plus de 30 millions de Français ont été vaccinés contre l'hépatite B avec d'innombrables effets secondaires.
Secondaire. On est passé de 5000, 5500 maladies neuromusculaires à plus de 15 000 après la campagne qui a été stoppée par le ministre Kouchner à cause d'une vague d'effets secondaires jamais observée depuis la création de la pharmacovigilance en France en 1974. Et c'est ça alors qui vous a fait changer votre point de vue, ou est-ce que finalement c'est tout simplement non, c'est pas ça, puisque je me suis vacciné, j'ai pas fait le rappel, parce que quand même il y avait des bruits qui couraient déjà à l'époque. J'ai jamais approfondi le problème, puisque l'information on ne la reçoit que des laboratoires, et le gouvernement met au point un calendrier vaccinal qui évolue dans le temps, et que moi j'ai quitté la pharmacie, que j'avais un petit peu oublié, j'étais resté sur le tétravalent, point barre. Mais là, ce qui m'a mis, comme j'ai un esprit critique un peu poussé, j'ai remis tout en question à la naissance de mon petit-fils qui a dérouillé aussi, et que j'ai accompagné tout à fait fortuitement chez le pédiatre à 2 mois. Et ma fille ne m'avait pas prévenu, et ma fille sort ces 2 boîtes de vaccins Infanrix Prevnar, ces 2 vaccins associés, on en est à 4 décès depuis le mois de juillet, j'ai pas vu les grands médias beaucoup en parler, hein. Notamment la petite Ayana, hein, on a dit que c'était le SAMU qui n'était pas intéressant, en fait la petite Ayana est morte des suites de la double vaccination Infanrix Hexa et Prevnar, et les affaires se multiplient, pas qu'en France, en Italie, partout ailleurs, il y a des procédures concernant cette double vaccination, d'accord, donc quand j'ai vu qu'il m'avait planté 2 aiguilles sur chaque cuisse à mon petit-fils, je n'ai pas eu le temps de réagir et j'ai questionné le pédiatre. Je lui ai dit, mais docteur, vous pensez avoir fait un acte médical banal là, en plantant à 2 mois un nouveau-né qui n'a pas d'anticorps, qui va former son système immunitaire dans le temps pour s'achever vers l'âge de 30 mois. Et il me regarde et il me dit, mais j'applique les consignes des Manitou du ministère. Voilà ce que j'ai eu comme réponse. Alors là, devant un petit bout de chou de 2 mois, eh ben je n'ai fait qu'un tour. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé par déballer le calendrier vaccinal, et on en est à un calendrier vaccinal complètement aberrant et dangereux, je le dis, il faut le dire, hein, où on plante à un nourrisson une double injection avec 21 valences vaccinales, d'accord, bourré d'aluminium en plus. Donc là, on n'est plus sur 6, on est sur 21. Dans l'hexavalent, il y en a 6. Hexa, 6. Mais en fait, il y en a 8, puisqu'il y a 3 sérotypes de polio. Hein. Donc en fait, il y en a 8. Et puis dans le Prevnar, il y en a 13. Hein, 13 pneumocoques différents. Hein. Il y en a une centaine. Donc il y en avait 7 avec l'ancien vaccin. Maintenant, il y en a 13. Et puis maintenant, on commence à voir des basculements parce que ces microbes deviennent résistants. Et il va falloir encore rechanger dans peu de temps le vaccin pour un vaccin qui ne sert pas à grand-chose, puisque le pneumo 23, qui est un autre vaccin qui protège contre 23 sérotypes et non pas 13, a été supprimé en Italie il y a 2 ans et demi maintenant, en juillet 2013, pour inefficacité, je le tiens, des autorités sanitaires italiennes. Vous voyez, et en France, il est bien sûr commercialisé, même si c'est un vaccin. Donc on agresse les systèmes immunitaires et on crée des problèmes. Donc pour en revenir aux nourrissons, 2, 4 et 11 mois, double injection avec cette saloperie de duo de vaccins, et puis on recommence au 12e mois avec le méningitech, le problème de Clermont-Ferrand actuellement, où en plus de l'aluminium de ces vaccins, il y a aussi, c'est ce livre, ils sont bourrés de nanoparticules métalliques. Dans le méningitech, il y a du tungstène, il y a de l'antimoine, il y a de l'aluminium, il y a du chrome, il y a du plomb, il y a du fer, il y a du nickel. Tout ça confirmé par déjà des parents qui ont fait des analyses, pas en France, puisqu'en France, c'est tenu par l'État, donc vous n'avez pas droit à la vérité. Donc ils ont été en Suisse faire ces analyses. Donc c'est confirmé. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle des vaccins, les contrôles des nanoparticules? Est-ce des pollutions? On n'en sait rien. Alors c'est ce qu'on appelle un peu les adjuvants. On parle souvent de l'aluminium notamment. Pas du tout. Il y a beaucoup d'adjuvants dont on ne sait pas grand-chose, notamment quand ils sont mélangés en plus dedans. Alors, il y a des conservateurs, il y a des produits qui viennent de sources animales pour cultiver les virus ou les bactéries, ou humaines. Hein. On a même contaminé avec la polio, on a contaminé 98 millions d'Américains ont été vaccinés avec un vaccin polio pollué avec un virus simien, hein, ça c'était 55-63, vous voyez, donc qui était cancérigène chez les rongeurs. Et puis des études récentes ont donné que, eh bien, on retrouvait ce virus dans des cancers notamment du cerveau, des poumons,
des os et dans certains lymphomes non hodgkiniens. Donc oui, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et on n'a pas les informations. Alors parce que l'État n'investit pas sur, justement. Or, quand vous vaccinez des gens sains avec des possibilités de graves effets secondaires, eh bien, on regarde, on analyse pour d'hypothétiques maladies contagieuses qui ont totalement disparu. Eh bien, on y regarde à deux fois. Parce que le malade qui prend une fois que l'injection est faite, eh bien, il n'y a aucun recours après. Mais la question que l'on se pose, c'est que normalement, il y a un principe de précaution. Donc, par conséquent, avant d'administrer quelques vaccins que ce soit, on imagine bien en France qu'ils ont été testés dans les laboratoires, tout du moins sur des animaux. Ils ont été testés sur quelques centaines d'individus. Mais quand vous avez des effets secondaires, à la probabilité, ils vous disent 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, quand vous faites un test sur 100 individus, et une fois que le vaccin est sorti, on ne revient plus dessus. Là, aujourd'hui, vous avez des parlementaires, des sénateurs irlandais, danois, aux États-Unis, qui lancent des cris d'alerte sur ce garde d'asile. Le Japon ne le recommande plus à cause d'une vague d'effets secondaires terribles aussi, des décès. Il faut regarder les statistiques du CDC américain et même le CDC européen. Mais tout ça est tenu par l'industrie pharmaceutique qui a infiltré toutes les instances sanitaires des pays, puisqu'ils ont l'argent, ils ont l'organisation. Maintenant, ils se sont organisés en syndicats européens, vous voyez, avec les associations, leurs syndicats, les industries. Il y a quand même 1600 sites industriels pharmaceutiques en Europe. Donc, ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'argent et ils corrompent tout le monde. Alors si je résume vos propos, vous expliquez que non seulement les vaccins finalement sont inutiles, mais en plus aujourd'hui la balance bénéfice-risque est très clairement défavorable. Aujourd'hui, j'ai passé quelques 6000 heures en 2 ans sur le dossier des vaccins. Ce serait bien que le corps médical en fasse autant, mais ils n'ont pas le temps. Et comme l'information vient uniquement à sens unique des laboratoires, eh bien, on a du mouvement à se faire. Donc moi, je ne suis pas un anti-vaccinal primaire, puisque j'ai vendu des vaccins toute ma vie. J'ai pris conscience que le calendrier vaccinal aujourd'hui pose des soucis, et j'ai l'intime conviction aujourd'hui que la balance bénéfice-risque, mais alors pèse sur le plateau des risques, mais alors d'une façon, pour des maladies, complètement... regardez les rotavirus. J'ai écrit, dès que le Haut Conseil de la Santé publique avait recommandé ces vaccins en février 2014, je dis mais c'est de la folie, avec tous les effets secondaires qu'ils peuvent engendrer. Parce que mon ami, le professeur Montanar, il le décrit, vous savez, le petit mensonger, il l'appelle le petit mensonger, c'est-à-dire la documentation qui est dans le vaccin que personne ne lit. Bon, là, vous avez répertorié beaucoup d'effets secondaires. L'inforix hexa, il y en a 1200 pages. Et il y a des oublis. Il y a par exemple, au tribunal de Milan, une affaire sur l'inforix hexa pour autisme a été jugée parce que le juge s'est procuré un papier confidentiel avec déclarant que pendant les essais cliniques du produit avant sa sortie sur le marché, 5 cas d'autisme. D'accord ? Eh bien, ces 5 cas d'autisme n'ont pas été reportés sur l'autorisation de mise sur le marché du produit. Vous voyez jusqu'où ça va ? Et ils ne sont pas inquiétés, les labos ne sont pas inquiétés. Et alors justement, comment vous expliquez ça en fait ? Comment vous expliquez que les laboratoires ont le droit de continuer à commercialiser ces produits ? Au niveau des vaccins, comme en cas d'épidémie hypothétique, je dis hypothétique parce que vous avez bien vu les répercussions du H1N1 avec notre soubrette Roselyne Bachelot, votre collègue de la 8, qui a commandé... Ça, c'est pas très gentil. Non, c'est pas très gentil, mais c'est la réalité. Elle n'aurait jamais dû être ministre. Et donc... je disais que c'était pas très gentil pour moi, ma collègue. Non, mais c'était vous que je respectais en disant ça. mais excusez-moi si j'ai donné une interprétation erronée. Eh bien, oui, c'est scandaleux. D'autant plus que le professeur Gentilini, enfin quelques sommités médicales, avaient dit, puisque c'était rien passé dans l'hémisphère sud, ça a été une grippette, mais c'était à l'évidence. Mais donc, on a fait tourner la machine des laboratoires, et alors la Cour des comptes vous dit que ça a coûté 350 millions. La réalité, c'est que ça a coûté 2 milliards, parce qu'il faut compter tous les frais annexes, la com et tout. Moi, je me souviens à la gare de Lyon avoir vu sur les panneaux « Vaccinez-vous, attention, danger, il va y avoir des millions de morts, etc. » Enfin, de la folie.
Alors ce qui est très intéressant en plus dans le cas de la grippe, c'est que chaque année on nous explique que le virus a sans doute muté. Par conséquent, la plupart du temps, quand le vaccin sort, en fait, il est inadapté avec la variété de grippe. Il faut qu'on arrête avec ce vaccin à grippe. C'est une rente de situation pour les laboratoires. C'est tellement vrai. Vous savez que les personnes âgées voient leur système immunitaire diminuer. D'accord ? Donc le bénéfice de ce vaccin reste à prouver. D'autant plus que Sanofi a sorti aux États-Unis il y a 3 ans un Fluzone High Dose, 4 fois plus concentré, parce que le vaccin anti-grippe normal ne répondait pas. Donc là aussi, il y a des questions à se poser. Donc on va agresser encore plus. Alors moi, je vous donne un exemple. Ma brave maman qui a 86 ans, il faut vacciner tous les chroniques, etc. Elle est cardio-insuffisante, elle a un diabète insulinodépendant et elle fait de la polyarthrite rhumatoïde qui avance par poussée. Donc il faut qu'elle résiste à tout ça. Et on voit son système immunitaire. Et on va encore l'agresser avec une vaccination. Alors je lui ai dit, maman, je t'interdis de te faire vacciner. D'accord ? Le jour viendra où il faudra y aller. Bon, si tu es devenu vraiment que tu en peux plus et tout, ben, un jour ou l'autre, tout le monde dira, tu partiras, je partirai, et ainsi va la vie. Mais ne va pas chercher des pipettes, parce que tu vas me faire encore une poussée de polyarthrite, etc. Et le risque, il est plutôt là que de faire ailleurs. Et l'hiver se passe, elle n'a pas été vaccinée, tout se passe très bien. D'autant plus que la campagne de l'année dernière a été la traduction évidente que ça ne marche pas. 77% en moyenne de résistance au vaccin de l'année dernière. D'accord ? Et on vous a annoncé, ah oui, mais c'était catastrophique, 18 300 morts en plus. Ce qui est totalement faux, puisque j'ai interrogé, j'étais dans ma première pharmacie, j'équipais une résidence d'anciens. Et en fait, rien n'a bougé que par rapport à d'habitude. Tous les ans, il y a 1500 à 2000 décès dus à la grippe de gens qui sont en fin de vie. Et qui, d'une façon ou d'une autre, partiront. Alors, comment se fait-il qu'on annonce 18 200 morts alors qu'il y a eu 1500 hospitalisés? Vous voyez, toutes les questions de bon sens qu'on se pose. Alors, on arrose, on est dans le déni. Les responsables et porte-parole du Méningitec ont été reçus par le ministère de la Santé, au niveau de la Direction générale de la Santé et au niveau de l'Agence nationale du médicament. Et 3 jours après, on fait une déclaration. C'est tout à fait fortuit et tout, circuler, il n'y a rien à voir. 600 enfants qui présentent les mêmes symptômes d'intoxication par les métaux lourds. Preuve à l'appui, un livre qui l'atteste, les analyses de laboratoires suisses qui l'attestent. Circuler, il n'y a rien à voir. Parce que, et c'est normal en fait que l'État agisse comme ça. Parce que si jamais ils font des enquêtes, ils vont trouver le dinosaure à la place du petit poussin. Et donc là, ça va être des procès sans fin. Mais des procès, vous voyez bien, en France. Oui, justement, alors ça, c'est une autre question. Comment se comporte la justice à l'égard des plaignants? Eh bien, justement, j'ai demandé à Marie-Odile Berthelat-Geoffroy, qui a été juge d'instruction pendant 32 ans au tribunal, au pôle sanitaire de santé, qui est devenue une amie, de me faire un chapitre. Et elle confirme ce que je dis. C'est que la justice n'est pas indépendante du pouvoir. Dans toutes les affaires sanitaires, qui se terminent toujours par des non-condamnations, par des relax. Des relax, ou des classements sans suite, c'est l'affaire du garde d'asile actuellement, affaire classée sans enquête et sans nomination de juge. Notre justice fonctionne comme dans les républiques bananières. Alors justement, rappelez-nous, le garde d'asile, exactement, quel est ce produit déjà, et puis qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh ben, ce garde d'asile qui protège contre 2 papillomavirus oncogènes. Il y en a 19, enfin 16 sûrs et 3 avec une grosse probabilité d'être oncogènes. Et puis, il y en a une centaine. Oncogène, cancérigène. Cancérigène, voilà. Donc, dans le vaccin garde d'asile, qui est le plus vendu, c'est 90% des ventes par rapport au Cervarix, eh bien, il y a le 16 et le 18 qui sont oncogènes et qui protégeraient, paraît-il. Mais rien n'est prouvé, tout est manipulé. D'ailleurs, la directrice scientifique Diane Harper, elle a été manipulée. Au début, ils pensaient que c'était sensationnel, puis elle s'est rendue compte et tout, et ensuite les équipes marketing ont pris ça en main, circulé, maintenant on va s'occuper du produit. Et aujourd'hui, on compte les morts, on compte les infirmes, etc. Et on nie les évidences. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont dans fauteuil à roulettes, toutes ces jeunes filles vaccinées, de partout dans le monde, de Colombie, au Danemark. Le Danemark est en train de sortir des analyses aussi, puisqu'on est à un effet secondaire grave sur 500 vaccinés. C'est pas rien. Et donc, en France, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal que dans les procédures, ce soit les mêmes experts
président du comité technique des vaccinations nationales, président, qui font ce qu'ils veulent, la pluie et le beau temps. Comme ces gens-là ont travaillé toute leur vie avec ces laboratoires, ils vont aller dans le sens des laboratoires. Et comme le politique n'y connaît rien, Marisol Touraine n'a aucune formation médicale, eh bien, on suit ces directives-là. Et les médecins qui ne sont pas responsables pénalement, alors qu'en Italie, aujourd'hui, ils sont responsables, donc ils font un peu plus attention, ils font un diagnostic quand on pique. Alors qu'en France, pas du tout. Vous arrivez, comme des vaccins, le pédiatre regarde la bouche, le nez, les oreilles, bon, très bien, paf, et on pique. On n'étudie pas les antécédents familiaux, s'il y a eu des problèmes de maladies auto-immunes en famille. Et non, on y va. Il arrive des problèmes, très bien. La justice ne fonctionne pas, les gens n'ont plus leurs yeux pour pleurer, ils sont complètement délaissés. Et comment vous expliquez cette telle distorsion du fonctionnement entre le fonctionnement italien, auquel vous faites référence à plusieurs reprises, et le fonctionnement français? Comment expliquez-vous que la France ait une telle réaction? Parce que la France dit pays des droits de l'homme, on a une justice qui est couverte, mais il n'y a pas que la justice qui ne fonctionne pas, il faut tout refondre. C'est pas pour rien que je suis rentré dans le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui est un homme... Debout la France. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres lanceurs d'alerte, notamment Stéphanie Giraud, qui a dénoncé le scandale du BS, qui nous a rejoint, qui était la tête de liste à Paris, sur le plateau. etc. Et en fait, tous les partis sont parasités. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec Bercy et le ministère de la Santé. J'ai essayé de le faire passer, mais le lobby est très puissant. Voilà, c'est comme les médias. Dans les médias, aujourd'hui, les médias appartiennent et tout. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à faire passer des messages dans l'intérêt général de la population grâce à des médias privés que vous êtes, que certaines presses qui ont du mal, que Mediapart. Vous avez vu le forcing qu'on fait pour essayer d'abattre Mediapart aujourd'hui parce qu'il sort des dossiers, Enfin, Mediapart bénéficie de beaucoup d'abattements fiscaux que nous n'avons pas à TV Liberté. Vous avez vu, ils ont essayé de les zigouiller avec justement leur TVA, puisque la presse a une TVA de 1, et ils voulaient leur faire payer la TVA à 20%. D'accord ? Celle qui correspond aux pure players comme Mediapart. Absolument. Mais comme vous avez... Oui, mais c'est un média. Il faut... Un pure player, un média papier. Bon, écoutez... on va rester sur les vaccins. Entendu. Alors justement, on va rester pragmatique avec une dernière question. La question, c'est que visiblement, vous dressez un tableau dramatique. Tableau dramatique dont on peut assez peu se soustraire finalement en étant en France. Comment nos téléspectateurs peuvent-ils réagir au moment de la vaccination? Nous avons lancé une opération main propre. Il faut qu'on retrouve une démocratie sanitaire qui n'existe plus. Puisque, je vous dis, depuis 30 ans, on est arrivé où ils pèsent trop, comme tous les lobbies, comme la finance internationale, etc. Et il faut que les députés, les parlementaires rendent des comptes à la population. Surtout qu'en plus, ça met en péril le système de sécurité sociale. Quand vous voyez des enfants, aujourd'hui un enfant sur deux souffre d'effets collatéraux, ORL, etc., d'urticaire, etc., ça coûte cher en soins, etc., la collectivité. Outre le prix des médicaments scandaleusement élevés, comme le sofosbuvir, l'anti-hépatite C, dont c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, on est en train de faire exploser le système de soins, alors qu'on devrait, avec notre médecine, avec tous les produits médicaux, consommer au contraire moins de médicaments. Si on avait une politique digne de ce nom au niveau des sports, etc., on devrait, avec la qualité alimentaire, etc., on devrait avoir... Mais ça ne va pas dans l'intérêt des laboratoires. Les laboratoires, c'est... Vous devez toujours consommer de plus en plus de médicaments, vous comprenez ? Et les vaccins, c'est ahurissant. Pour la fin de l'année, on va être à 42 milliards de chiffre d'affaires mondial. On était à 6-7 milliards il y a 10 ans. Vous voyez vu le... Oui, mais on vous répondra que l'hygiène s'est considérablement améliorée, qu'il y a beaucoup moins de maladies. Et que les vaccins sont efficaces. Alors pourquoi on est arrivé... Non, ce n'est pas les vaccins qui sont efficaces. C'est justement l'amélioration des conditions de vie, l'accès à l'eau potable. On le voit bien. Vous prenez toutes les maladies contagieuses et vous prenez les courbes là où elles existent, États-Unis, Angleterre, Allemagne, un petit peu en France, etc. Mais vous ne prenez pas à partir de l'introduction du vaccin les courbes. Qui était quasiment à zéro. Vous prenez à partir de l'origine du XXe siècle, de 1900, et là vous voyez que toutes les courbes, à l'introduction du vaccin, on était quasiment en bas.
Donc en fait, c'est bien à 90% l'amélioration des conditions. Il n'y avait pas d'égout. Dans nos campagnes, il n'y avait rien. Les toilettes étaient au fond du jardin, etc. Il y avait des risques contagieux. C'est ce qui se passe dans les pays pauvres, hein, où on va recueillir l'eau dans les flaques d'eau dans la rue, etc. Où les gens vont aux toilettes dans le champ d'à côté, où il y a des contaminations des nappes phréatiques et tout. Alors quand je vois, comment s'appelle-t-elle, notre Marzac, Madame Marzac, qui est maintenant à l'UNESCO et qui ramasse de l'argent pour aller vacciner les contaminés parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour soigner les éventuels effets secondaires, mais donnez-leur de l'argent pour améliorer leurs conditions de vie, l'accès à l'eau potable, les égouts, des toilettes, enfin bref, c'est ça qui a fait évoluer. Vous savez, on a soigné, la peste a disparu toute seule sans vaccin, la scarlatine, dans les années 50-60, il y avait plein de... La scarlatine a disparu toute seule, sans vaccin. Hein. Donc il faut revenir à la raison. Hein. Aujourd'hui, ça dérape complètement. Tout ça pour le business. Beaucoup trop de vaccins sont injectés dans les premiers mois de la vie. Hein. Je rappelle, dans les années 50, on vaccinait de la variole. Aujourd'hui, on ne vaccine plus. Mais la variole, on vaccinait à 18 mois. Et ensuite, arrivé à 30 mois, une seringue, diphtérie, tétanos. D'accord ? Et puis ensuite, à 5-6 ans, on vaccinait de la tuberculose, vaccin qui sert strictement à rien. J'ai été vacciné non pas à 6 ans et j'ai fait dans la foulée une bronchopneumonie, c'est un effet secondaire collatéral. On m'a revacciné à 16 ans parce que j'étais QT négative et j'ai refait une pneumonie et j'ai fait un scanner en 2011 et on m'a trouvé une lésion de tuberculose. Mais professeur, comment se fait-il? J'ai été vacciné 2 fois, etc. J'en ai reparlé avec mon ami le professeur Even, etc. Un vaccin qui ne sert à rien. Il n'y a que la France qui vaccine de la tuberculose à 1 mois. D'accord, hein? Et nous sommes le pays qui enregistre encore 5000 cas de tuberculose. Alors qu'un pays comme la Hollande, qui n'a jamais vacciné, en a 4 fois moins. Et pourtant, ils ont des populations immigrées aussi, puisqu'on dit, ah oui, mais les Africains sont plus sensibles au BK, etc. Donc ça ne tient plus la route. Il faut arrêter. Il y a nulle part en Europe, on vaccine de la tuberculose. Je parle de l'Europe occidentale. Hein. Je ne parle pas des anciennes républiques du bloc soviétique. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait face à cette obligation de vaccin? Eh bien, il y a une loi, il y a le DTP. Moi, je souhaite qu'on aille vers comme dans tous les pays. L'Italie, aujourd'hui, il y a 10 régions sur 20 qui a levé l'obligation vaccinale. Il y a un vaccin obligatoire en plus, c'est l'hépatite B, puisqu'on a corrompu le ministre qui a reçu des subsides de GSK, ça fait partie d'une procédure en Italie, et le ministre a sorti une loi d'obligation. En France, c'est pas mieux. Hein. L'année d'avant, Douste Blazy est relancé là, il s'est fait financer sa campagne législative par SKB, hein, puisque le président, et le LEM, le syndicat, puisque leur président était aussi le PDG de SKB, aujourd'hui GSK. Donc voilà, qu'ils attendent, il n'y a pas urgence pour les bébés. Alors ça fera partie peut-être d'une autre, dans mon livre, je donne quelques conseils à la fin du livre sur les vaccinations, il n'y a pas urgence, vraiment, il n'y a pas d'urgence, et d'attendre que des évolutions. Il y a une obligation vaccinale pour aujourd'hui, donc on répond à la loi, qu'on nous donne un DTP sans aluminium comme c'était le cas avant, hein, tous les vaccins de chez Pasteur à l'époque. Trivalent. Et seulement le trivalent, puisque c'est la loi. En attendant la libération, parce qu'on ne fera pas l'économie d'une libération vaccinale. Et tous les pays qui ont libéré ont vu leur taux de couverture baisser. Dans tous les pays. Alors qu'on vous dit le contraire, les autorités vous disent le contraire. Eh bien, il n'y a pas de flambée, quoi que ce soit. Alors, il y a des petits problèmes pour la rougeole et tout, mais ça, on peut en parler. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais ce sont des maladies banales. Hein, et qui se soignent. Et qui se soignent. Il y a eu en mars 2012, je ne sais pas si je me répète, une grosse épidémie, une grosse flambée de coqueluche en Californie, la plus importante depuis 50 ans. D'accord ? On a analysé les malades, le bilan. 81% étaient normalement vaccinés. 11% n'avaient pas fait la série de 5 injections. Et seulement 8% n'étaient pas vaccinés. C'est bien la preuve. Et on peut en dire autant avec la rougeole, on n'aura pas le temps. Mais donc voilà. Par contre, ces virus deviennent plus virulents, plus on vaccine des populations, et plus ils deviennent sensibles. Donc il y a des flambées. Hein. Mais bon, moi j'ai un frère et une sœur qui ont fait ça parce qu'ils ne recevant plus
d'immunité naturelle de leur mère par vaccination, eh bien, on repousse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des grands adolescents qui attrapent la rougeole. Et là, c'est un peu plus méchant. Mais si vous êtes de bonne constitution, etc., il n'y a pas... Enfin, c'est une maladie... C'était une maladie nécessaire, hein, autrefois. Merci beaucoup, monsieur. Ben, c'est moi.